ventre ou au foie. En revanche, on dit qu'on aime de tout son cœur, pas de toute sa tête. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme le confirme les toutes dernières recherches scientifiques. C'est lui qui règne sur l'amour. Le cœur n'en est pas seulement la manifestation physique la plus brillante, il en est qu'un fondateur à part entière. Les savants, dès l'Antiquité, se posaient la question. Aristote place le cœur au centre de tout, tandis que Galien, par exemple, préfère donner prééminence au cerveau. Le monde arabe célèbre, lui, le foie. Longtemps, le cœur a été synonyme de raison plus que de passion. Et ce n'est que dans la seconde moitié du XIIIe siècle qu'il entre dans l'iconographie comme siècle de l'amour. Surtout d'ailleurs, au départ, de l'amour religieux. Au XVIIIe siècle, il devient véritablement le siège profane des sentiments alors que, paradoxalement, va naître la cardiologie. Et que l'amour va progressivement, au XXe siècle, se cérébraliser pour devenir une émotion entièrement créée et contrôlée par le cerveau. L'amour se réduit ainsi pour certains à une succession de réactions chimiques. Aujourd'hui, on est un peu revenu sur ce matérialisme biologique, et les connaissances les plus récentes montrent que le sentiment amoureux résulte d'une interaction complexe entre le cerveau des instincts, celui des émotions et le cerveau logique et le cœur. Tout d'abord, parce que le cœur a retrouvé un peu d'indépendance en matière d'amour. Il n'est pas seulement le reflet de ce que décide le cerveau. Il dispose tout d'abord de ce que certains appellent un petit cerveau, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de neurones propres capables d'influer sur le cerveau en lui transmettant des informations internes. Il dispose également des réserves hormonales propres. Ensuite parce que, tout comme d'autres organes, il est en partie régi par le cerveau des instincts. Celui-ci provoque des réactions physiologiques automatiques et non raisonnées comme la peur, la colère, la joie. Il entraîne par exemple une augmentation du rythme cardiaque, du débit sanguin, une transpiration accrue, des rougeurs, etc. Grâce aux techniques modernes d'imagerie cérébrale, on connaît mieux aujourd'hui les zones du cerveau concernées par les émotions, joie, tristesse, colère ou amour. C'est cet ensemble de zones que l'on appelle le cerveau émotionnel. Il est disséminé dans le cortex cérébral et dans les régions sous-corticales comme l'amygdale ou l'hippocampe. Mais, au royaume cérébral, tout est interaction. Ce que va faire le cerveau des instincts va déclencher une réaction du cerveau émotionnel, le tout couronné par le cerveau logique. Le circuit de la récompense. Ainsi, lorsque nous rencontrons une personne qui nous plaît, le cerveau des instincts s'agite et demande au cerveau des émotions ce qu'il en pense. Celui-ci cherche dans sa mémoire les situations construites tout au long des années d'apprentissage, les souvenirs qui s'y rapportent pour voir s'ils sont bons ou pas. Le cerveau logique va, lui, évaluer la situation sur des critères pratiques de faisabilité. Tout cela va entraîner la libération de neuromédiateurs et d'hormones, la dopamine impliquée dans les phénomènes d'attente de récompense et de plaisir, la noradrénaline pour le stress et l'effort, la sérotonine pour la gestion du sommeil, mais aussi de l'appétit ou de la sexualité, la vasopressine et l'ocytocine qui jouent un rôle dans le phénomène de l'attachement. Le fameux coup de foudre résulterait donc, entre autres, d'un déluge de ces neurotransmetteurs. Le sentiment et le désir amoureux font partie de ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Une émotion déclenche un désir qui appelle un plaisir ou une souffrance. En étudiant l'activité du cerveau de personnes à qui vont présenter des photos d'êtres proches et aimés ou d'inconnus, les chercheurs ont eu la surprise de constater que les zones qui s'activaient quand les photos étaient celles d'être aimés étaient les mêmes que celles impliquées lors de la prise de drogue. Peut-être une explication au fait que l'amour peut rendre aveugle ou que l'on peut en devenir esclave. Les émotions au cœur du cerveau. Le cerveau est l'organe des émotions. Il donne naissance à la joie, la tristesse, la peur ou la colère. Comment tous ces affects sont-ils mis en relation et placés sous le contrôle de la raison? De récentes découvertes en neurosciences l'expliquent. Les émotions ont longtemps été laissées pour compte du domaine des neurosciences cognitives. Elles étaient considérées comme trop périlleuses à étudier du fait de leur caractère éminemment subjectif, ne se prêtant pas à une approche expérimentale en laboratoire, par opposition au noble domaine de recherche que constituait l'étude de la raison. En outre, la recherche sur les bases cérébrales des émotions a pâti de la conception cartésienne, dualiste, selon laquelle le cerveau est le siège de l'esprit et le corps celui des émotions. Le premier étant le propre de l'homme, tandis que les émotions seraient communes à tous les mammifères. C'est presque fortuitement que l'étude scientifique des bases neuronales des émotions chez l'homme a vu le jour.
À mesure de l'avancement des connaissances sur les mécanismes cognitifs et cérébraux mis en jeu dans l'attention, la mémoire, ou encore le raisonnement, neuroscientifiques et psychologues ont progressivement constaté combien les émotions peuvent influencer les processus cognitifs. Tout s'est déroulé comme si l'on passait d'une vision achromatique à noir et blanc des processus cognitifs à une représentation colorée, enluminée par les processus émotionnels. Le cerveau émotionnel. Grâce à l'essor des techniques de neuroimagerie non invasive, et parallèlement au développement des méthodologies expérimentales des neurosciences cognitives, l'étude des structures cérébrales impliquées dans la réponse émotionnelle a acquis ses lettres de noblesse, et constitue aujourd'hui un domaine de recherche à part entière. Les neurosciences des affects. Les toutes premières études d'imagerie cérébrale fonctionnelle sur le traitement de stimulus émotionnels ont été menées chez des patients déprimés, anxieux ou victimes de lésions cérébrales. Néanmoins, il se peut qu'il n'y ait qu'un recouvrement partiel entre un état dépressif majeur et un état transitoire de tristesse, qui fait partie du vécu émotionnel du sujet en bonne santé. Ces deux états peuvent être sous-tendus par des réseaux neuraux en partie communs, quoique distincts. Ce n'est qu'en multipliant les études sur des personnes malades, d'une part, et chez le sujet sain, d'autre part, que nous avons pu progresser dans la caractérisation du réseau cérébral responsable de nos comportements émotionnels. Aujourd'hui, on dispose d'un nombre important d'études de neuroimagerie qui permettent de comprendre avec une précision croissante quelles structures du cerveau nous font ressentir la peur, la joie, mais aussi des émotions plus complexes, telles que l'embarras, la culpabilité ou l'empathie. Ces études ont révélé des circuits complexes de structures interconnectées responsables de l'analyse des événements émotionnels. Un combat acharné. La voix de la raison semble plus difficile à écouter, tandis que celle du cœur est périlleuse à suivre. Emprunter la voie des sentiments et écouter seulement ses émotions semble le chemin le plus direct vers le bonheur sur le moment. Lorsque celui-ci est impossible, écouter son cœur permet au moins d'être en cohérence avec soi-même et d'assumer ses émotions. Mais alors, comment son propre cœur peut-il nous conduire au désespoir, voire à l'autodestruction? Il abrite toutes les composantes irrationnelles de notre personnalité, nos souvenirs, nos traumatismes, notre manque d'amour, le manque de confiance en soi, notre passé, nos peurs. Choisir le cœur, c'est un peu faire le choix de l'enfant qui est en nous. Un choix émotionnel, non calculé. C'est un choix de liberté qui apporte de la fraîcheur et parfois, un peu de folie dans notre vie. Seulement, ce choix peut également nous emmener dans de sombres endroits, alors que nous sommes aveuglés par des émotions extrêmes. Lorsque la raison ne peut plus rien pour nous, même en étant conscient du côté rationnel de la situation, parfois, c'est plus fort que nous. Faut-il agir en écoutant le cœur ou la raison? La raison et la prudence. Tout d'abord, la raison explique, décortique, démontre les causes rationnelles des phénomènes, cherchant à établir des vérités incontestables et universelles s'appliquant à tous. Elle ne connaît que des vérités démontrables. Pourtant, le travail de la raison est fondé sur des principes hypothétiques qui ne sont pas démontrables rationnellement. Dans certains cas, la raison reste impuissante car elle ne peut rien prouver. Le cœur et l'instinct. Ne faut-il pas supposer que certaines choses se situent au-delà de la raison, qu'elles sont de l'ordre de l'intuition, comme une impulsion immédiate? Effectivement, le cœur, c'est cette petite voix au fond de nous que l'on choisit de négliger ou au contraire de prendre en compte. Parce que plutôt que de nous fier à notre instinct, on préfère souvent écouter son cerveau, même si ce dernier est parfois dans le déni. Notre vision des choses peut être altérée par plusieurs éléments, ce qui nous déstabilise face à des choix difficiles. Prenons l'exemple de l'amour, personne n'accorde d'importance à sa définition scientifique. On sait tous ce que cela signifie à l'intérieur de nous, car les sentiments n'ont rien à voir avec la raison. C'est même souvent irrationnel et surprenant, c'est pour cela qu'il est dur de faire des concessions ou d'abdiquer face à la raison qui démontre des faits évidents. On ne prouve pas qu'on est aimé en exposant les causes de l'amour, cela serait ridicule.
Ne pas se voiler la face et s'empêcher de réfléchir. De nombreuses personnes font toute leur vie des choix basés sur le cœur, uniquement parce qu'elles manquent d'amour, ce qui peut les mener à la dépendance affective. Parfois, certaines histoires sont déséquilibrées, extrêmes et elles ont un impact dévastateur sur soi quand tout s'arrête. Comme nous l'avons dit précédemment, les décisions basées sur le cœur sont émotionnelles, ce sont donc des décisions basées sur le court terme. Vos émotions ne stagnent pas, elles mutent. Et vous le savez, on ne bâtit pas une relation de long terme sur des décisions de court terme. Nous cherchons avant tout la stabilité. Et ce sont les choix basés sur la raison qui nous permettent cette stabilité. Seulement, faire des choix uniquement fondés sur la raison conduit à mener une vie trop réfléchie. Parfois on ne peut qu'écouter la voix du cœur qui paraît incontrôlable. Ne pas avoir à choisir. La solution consiste alors à choisir une voie médiane entre ces deux extrêmes. Il convient d'équilibrer nos choix de vie entre les deux axes. Il ne faut jamais rechercher un extrême ou un autre. Tout dépend du contexte de chaque histoire. On ne peut savoir à l'avance quel sera le meilleur choix pour nous, pour notre équilibre et pour notre vie personnelle dans une optique de long terme. Pour conclure, essayez toujours de voir plus loin, imaginez la tournure que prendrait votre futur si vous prenez une décision plutôt que l'autre et inversement. Le regret en vaudra-t-il la peine si nous écoutons la voix du cœur? Le remords sera-t-il vivable si nous écoutons la voix de la raison? Optez pour le compromis lorsque cela est possible. On aura tous tendance, en fonction de sa personnalité, à pencher davantage côté cœur ou côté raison.